Mesdames, Messieurs, bonjour. On va faire dans l'efficace. À coup de vrai ou faux, 8 questions NIS 2, 8 questions CRA. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, vous n'êtes pas noté. Donc je suis Marc-Antoine Ledieu, je vous présente mon avatar en bande dessinée, qui est une femme, donc c'est normal. Hein. Voilà, nous on est super spécialisés en cybersécurité, NIS 2, DORA, la LPM, et bientôt le Space Act, avec des dispositions spéciales sur la cybersécurité. Toutes les slides que je vais vous montrer sont déjà en ligne sur le site web Ledieu Avocat, donc vous retrouverez sans téléchargement, bien sûr, en consultation toutes les slides. NIS 2, synthèse. NIS 2, c'est les infrastructures d'une entité qui va devenir essentielle ou importante, et on va essayer de voir dans quelle mesure. Retenez ça, service essentiel. Il y a des listes, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Alors, attendrez-vous d'être désigné par l'ANSSI ? Vous pouvez attendre, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le principe, c'est de l'autodésignation. Les précédentes directives, c'était une désignation par l'État. Maintenant, il y a des critères légaux. Vous rentrez dans les critères, vous êtes censé vous auto-dénoncer, pour le dire en mots simples. La manière dont ça marche, vous avez dans NIS 2 une liste de secteurs, okay, annexe 1, annexe 2, et sauf là où c'est en rouge, où vous avez droit à une réglementation particulière, qui est un règlement d'exécution de Bruxelles, qui est encore pire que le reste à lire. Vous déterminez si vous êtes dans les catégories. Ensuite, vous déterminez les critères de seuil en termes d'ETP, donc c'est équivalent temps plein, nombre de salariés, et chiffre d'affaires ou bilan. Sachant que, des fois que ce ne soit pas plus simple, le projet de loi français prévoit des critères qui sont pour l'instant dérogatoires par rapport à ce qui est prévu dans le texte européen. Donc ce n'est pas gagné. Mais en fait, ça vous permet déjà de voir si vous êtes dans les clous ou pas, en commençant par les secteurs d'activité, annexe 1, annexe 2. Et vous pouvez raisonner au niveau groupe, si vous êtes plusieurs entreprises au niveau d'un même groupe qui rendent le même service essentiel ou plusieurs services essentiels, vous êtes censé agréger avec les critères du droit européen. Je vous passe ce détail aujourd'hui parce que là, ça devient gratiné. Alors, là, vous avez quand même un indice dans ce que vous propose le personnage. NIS 2, c'est que pour les RSSI, c'est bien connu. Il y a des RSSI dans la salle? Ok, non. Hein, le plombier, c'est non. Toutes ces réglementations aujourd'hui, que ce soit DORA pour les banques, NIS 2 ou le CRA qu'on verra dans un instant, c'est toujours un triple volet. Okay, donc il y a de l'organisationnel obligatoire, de la technique, bien sûr, obligatoire avec analyse de risque, et derrière, malheureusement pour vous, il y a du juridique. Et les juristes ne sont pas toujours ceux qui ont le mieux compris comment ça marchait. Et pour le dire en clair, effectivement, ce n'est pas la direction qui va se débarrasser de la problématique NIS 2 en appelant son RSSI, en lui jetant 10 € par terre. C'est vraiment un sujet aujourd'hui de direction générale, et c'est là où je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ça bloque un peu, parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Et pourtant, c'est comme ça que ça va arriver. Être tenu pour responsable, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors, question 3. NIS 2 est-elle d'application directe? Alors, il y a des députés qui le disent, mais ce n'est pas des grands juristes, hein, malheureusement. Une directive qui s'applique pour des professionnels et pour les entreprises, tant qu'il n'y a pas de texte de transposition, ce n'est pas d'application directe. Alors, le calendrier, voilà. Ah, le support BD, c'est sympa pour ça. Donc, pas d'effet direct pour les professionnels. Nous avons le député Philippe Latombe qui nous a permis de comprendre que le projet de loi devrait, au conditionnel, passer à l'Assemblée pour adoption au mois de juillet, sachant que comme il y a déjà eu un premier travail par le Sénat, maintenant ça passe par l'Assemblée, et il faudra donc une commission mixte paritaire, donc le calendrier réel d'entrée en application de la loi, avant que le décret
qui est connu, que je vais vous montrer, arrive, c'est absolument inquantifiable. Et pour donner le contre-pied aujourd'hui, Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, a pour la première fois dévoilé officiellement et publiquement le projet de mesures de sécurité que je vais vous résumer de manière assez simple, je crois, maintenant. Alors, je vous le résume juste après. Alors, ISO versus NIS 2. J'ai mon ISO, je suis bien tranquille. Ça ne le fait pas du tout, hein. Je vous le dis tout de suite. Allez discuter sur le stand de l'ANSSI avec les délégués régionaux, les délégués sectoriels. Ils vous diront tous la manière dont ça fonctionne. Dans la directive, il y a déjà une liste de 10 mesures de sécurité, qui sont des mesures assez larges, hein. C'est du haut niveau. Mais globalement, ça, c'est le minimum de ce qu'il va falloir faire. Alors, je ne vous les lis pas, hein, il y en a 10, vous pouvez me croire. Mais globalement, on retrouve tous les classiques. Analyse de risque, gestion des incidents, sauvegarde, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, blablabla, blablabla. Et voilà. Je les ai comptés pour vous. Donc, depuis le 17 mars dernier, avec le projet V2.5 de l'ANSSI, si vous prenez les entités importantes, c'est 103 mesures de sécurité. Et si vous prenez les entités essentielles, vous montez à 213. Avec un niveau de détail qui est appuyé. Alors, je ne donnerai pas de nom, bien sûr, mais on me téléphone beaucoup. Et on me demande déjà si je vais travailler gratuitement pour des entreprises, des fois que je fasse le boulot gratuitement. Si vous attendez les subventions, je pense que vous êtes au courant que la France n'a plus de pognon et que les sources de financement se sont un peu taries pour les rares qui existaient. Donc évidemment, c'est faux et je ne vais pas vous faire un grand argumentaire. Ça, c'est la grande tarte à la crème, donc ça m'a amusé de faire cette slide avec ces personnages qui ont une tronche étrange. Le problème, c'est d'arriver à faire monter le discours au niveau de la direction, comme toujours. Avant, c'est trop cher, après, c'est trop tard. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Alors, tiens, elle y est 2 fois, celle-là. Bon, ok. Ah oui. Alors, si vous lisez un peu attentivement donc, le projet de décret de l'ANSSI qui a été rendu public, il y a une mesure, un objectif de sécurité qui est numéro 2, où on vous dit que si vous avez mis en œuvre un SMSI, un ISO 27001, si le périmètre, bien sûr, englobe l'ensemble du système d'information qui permet de rendre le service essentiel, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le fait d'avoir déployé un ISO 27001 version 2022 vous permet de démontrer le respect de cet objectif. C'est la seule mesure dans tout le projet de décret qui ancre ISO et la mise en conformité NIS 2. Donc vous voyez, si vous êtes ISO, il y a encore du boulot à faire derrière. Quitte à faire ensuite des tableaux de concordance, mais votre référentiel à la base, c'est quand même le projet de décret de l'ANSSI. Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je bosse pas mal avec des RSSI et ça, c'est les légendes urbaines qui circulent depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Est-ce que le RSSI est pénalement responsable pour le cas où, bien sûr, c'est mal déployé ou si les mesures de sécurité ont été déployées et qu'on se fait poutrer, pour le dire de manière agréable? Eh bien, la réponse est non, et heureusement, parce que sinon, ça serait, je pense que ce serait un effet contre-productif. C'est dit dans la directive. Alors, vous avez dans le petit cartouche noir avec la petite flèche blanche. Donc, c'est dans des considérants de la directive. Les considérants sont les critères d'interprétation obligatoires et légaux en cas de contentieux judiciaire, notamment devant l'Union européenne, mais pas seulement. Donc, à partir du moment où vous avez la directive NIS2 qui n'impose pas de prévoir une responsabilité pénale ni civile, eh bien, vous êtes RSSI, vous demandez du budget, vous faites avec le budget que vous avez, dans le calendrier que vous arrivez à fixer, vous n'êtes pas responsable, sauf à ce que l'entreprise démontre que vous n'avez pas fait le job, auquel cas vous êtes responsable d'une seule manière, c'est éventuellement vous vous ferez virer. C'est rupture du contrat de travail. Mais vous ne serez pas responsable pécuniairement sur les problématiques qui seraient liées à un défaut ou à une mauvaise transposition de NIS 2. Heureusement. Et nous arrivons à la dernière question NIS 2 et on en revient à la direction. Alors c'est vrai ou c'est faux?
Bah, en fait, c'est un peu vrai quand même parce que à partir du moment où la direction d'une entreprise, et je vous prie de croire que l'hypothèse n'est pas simplement dans les livres, la direction de l'entreprise refuse, ne veut pas, débloque pas le budget, on en revient toujours à ça, décide de déléguer la totalité du boulot au profit d'un RSSI ou d'un DSI, parce qu'on le trouve aussi, eh bien, dans le panier des mesures que peuvent prendre, alors ce ne sera pas l'ANSSI en direct, il y aura une commission des sanctions qui est prévue dans la loi française, un machin avec des fonctionnaires qui statuera au bout de 3 ans, il est quand même prévu la capacité de suspendre les responsabilités dirigeantes. En clair, ça veut dire que pour le gérant, le DG, le CEO, vous l'appelez comme vous voulez, en clair, les responsabilités exécutives, celui qui prend les décisions au sein de l'entité, c'est suspension de son mandat. Suspension de son mandat, ça veut dire qu'il a interdiction de signer, il a interdiction de donner des ordres et il ne touche plus son pognon. Ah oui, à un moment, on ne peut pas tout avoir. Hein. Le beurre, l'argent du beurre, c'est rare. Voilà. Avec juste aussi un petit truc qu'on ne dit pas beaucoup, c'est suspension temporaire d'un agrément ou d'une certification. En clair, il y a des industries où pour exercer, vous avez un numéro d'agrément. Eh bien, l'autorité de sanction, cette commission des sanctions, sera capable de suspendre temporairement, c'est-à-dire interdiction de travailler pour l'entreprise. Alors ce sera rare, il ne faut pas rêver, il faudra vraiment qu'il y ait un refus majeur devant l'obstacle avant que ça marche. Mais sur le papier, c'est bien prévu. Maintenant, je vous propose de passer au brutal, parce que le CRA est un vrai tremblement de terre et ça a un peu de mal à monter au cerveau encore aujourd'hui, donc je vais vous proposer la même chose. En une slide. Depuis 50 ans, il n'y avait légalement aucune obligation, à part quelques secteurs d'activité très particuliers, l'aéronautique notamment, il n'y avait aucune obligation de développement sécurisé et de mise en vente de logiciels qui soient sécurisés, j'allais dire de bout en bout, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché. Eh bien c'est ça le CRA aujourd'hui, et vous allez voir le scope est extrêmement large. Il va falloir justifier que la fabrication des logiciels, y compris en mode SaaS, je vous montre ça dans un instant, il va falloir le documenter par écrit. Et ça va faire bizarre à un certain nombre d'opérateurs. Alors, première question. Est-ce que le CRA est réservé en clair pour l'IoT vendu grand public ou est-ce que ça touche tous les logiciels? C'est-à-dire en clair, le B2B et le B2C. Ça vous laisse sans voix? C'est simple, hein, c'est tout le monde. Alors effectivement, au départ, le CRA était prévu pour être spécial IoT, donc les produits avec du logiciel dedans, les produits physiques avec du logiciel vendu grand public. Et quand c'est passé en deuxième lecture par les commissions, ils ont élargi systématiquement à tous les logiciels, d'ailleurs même en standalone, qui sont commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Hein, que ce soit un ou plusieurs pays de l'Union européenne, c'est absolument tout le monde. Alors ça, c'est la légende urbaine, pareil, qui circule de manière tout à fait délicieuse à propos du CRA. Je market, je commercialise mon logiciel en mode SaaS, je ne suis donc pas soumis au CRA. Non? Oui? Ah bien sûr. Alors bon, ça a été écrit avec les pieds hein, par l'Union européenne parce qu'ils ont mis une double négation. Mais quand on dit ne pas, bah vous enlevez le ne pas, c'est les services en nuage conçus et développés sous la responsabilité du fabricant, CRA. En clair, moi à mon modeste niveau, je suis un cabinet d'avocats, nous sommes très nombreux puisque nous sommes 2. J'ai ma compta avec un logiciel de compta en mode SaaS. C'est le fabricant du logiciel, l'éditeur, qui a conçu lui-même le fait que le produit, le logiciel soit accessible en mode SaaS, eh bien, ils sont soumis au CRA. C'est conçu et développé sous la responsabilité du fabricant. Le seul moment où vous échapperez au CRA, c'est lorsque vous faites l'acquisition d'une licence de logiciel on-prem et que vous décidez de le mettre dans un cloud à vous. Mais ça restera du on-prem au regard du CRA. Donc, c'est à peu près 95% des logiciels aujourd'hui commercialisés qui vont tomber sous le coup du CRA. Alors, effectivement, bon là j'anticipe un peu, vrai-faux, on s'en fout un peu, mais c'est sur le fabricant que ça va peser. Et là, accrochez-vous, ça va piquer aux yeux.
Je vais vous montrer ce que doit faire le fabricant soumis au CERA, c'est-à-dire quasiment tout le monde. D'abord, il y a 13 exigences cyber. Alors, je ne vais pas vous les lire. J'ai fait 13 pictos. C'est complètement illisible. Ça ne donne pas envie. Et dites-vous bien que, voilà, que ce soit les configurations de sécurité, les mises à jour de sécurité, le contrôle d'accès, les problématiques de chiffrement, le contrôle d'intégrité, blablabla, blablabla, tout ça, c'est avec analyse de risque, produit par produit ou gamme de produits par gamme de produits. Vous faites votre analyse de risque. Ensuite, vous prenez vos 13 mesures et vous regardez, ça je fais, ça je fais pas, et vous documentez par écrit. Par écrit. Ce qui veut dire que nous, derrière les juristes, on va prendre l'analyse de risque, on va prendre les extraits pertinents, on va les mettre dans les contrats, on va prendre la liste des 13 mesures et on dit ça on fait, ça on fait, ça on fait, ça on fait pas, ça on fait, ça on fait, ça on fait pas. Et si l'autorité de contrôle arrive, je vous montrerai dans un instant, vous êtes censé en justifier. Et l'autorité de contrôle peut requalifier un certain nombre d'items que vous auriez exclus du déploiement de vos mesures de sécurité en clair de votre produit CRA. Alors il y a des trucs, limiter la surface d'attaque, bon, moi j'ai bien compris ce que ça voulait dire, il faut y aller un peu à vue de nez, mais vous allez voir, il y a un ou deux indices que je vais vous dévoiler. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la gestion des vulnes. Alors la gestion des vulnes, on s'était dit, nous en lisant attentivement le CA, qui est une lecture délicieuse, je vous le recommande, hein, un soir ou un lendemain de cuite, c'est très très bien le CA, hein. Vous endormez direct. On avait compris que les exigences de vulnérabilité, pareil, étaient soumises à l'appréciation du risque faite par l'entreprise. On vient d'avoir une communication il y a un peu moins d'un mois sous forme de FAQ de l'Union européenne et là ils ont été très clairs. Ils disent alors l'analyse de risque c'est bien pour les 13 mesures cyber, donc c'est la slide horrible d'avant, et pour ce qui est de la gestion des vulnérabilités et tout le mécanisme de gestion des vulnes, là c'est 100% pour tout le monde. En fait c'est ça le gros du dispositif du CRA, c'est d'arriver à faire en sorte que les logiciels soient résistants en termes de vulnérabilité et de gestion des vulnes. Donc là, c'est zéro tolérance. Il faudra déployer l'ensemble des 8 mesures que je vous ai listées de manière délicieuse avec la première 1 sur 8, qui est quand même un gros tremblement de terre. Il va falloir, par écrit, faire ce qu'on appelle la nomenclature des logiciels. En clair, c'est le SBOM. D'accord ? C'est-à-dire faire la liste des briques, qu'elles soient open source ou propriétaires, qui sont embarquées dans le logiciel que vous commercialisez avec ou sans matériel. Et des fois que vous n'ayez pas peur du CRA, ça, c'est le résumé de l'ensemble des documentations que le fabricant doit tenir à disposition de ses clients professionnels comme de ses clients consommateurs pour avoir le marquage CE. Bon, ça fait rigoler tout le monde le marquage CE parce qu'un logiciel avec du marquage, on voit bien ce que ça va donner, mais globalement, il faudra justifier d'une description générale du produit, mais surtout, c'est le 2 sur 8, ok, prouver et décrire les mécanismes de conception, de développement et de fabrication sécurisés. Je vous laisse apprécier ce que ça va donner. Et après, vous voyez, l'évaluation des risques, ça c'est connu. La période d'assistance qu'il va falloir écrire, je vous en parle dans un moment. Les rapports de test. Il va falloir tester vos applications et documenter que vous l'avez fait et tenir ça à disposition des autorités de contrôle à qui on souhaite bien du plaisir. Allez, 4 sur 8. Les mises à jour de sécurité seront obligatoires pendant 5 ans. Vous pouvez faire oui, hein, je vous le confirme. Alors ça marche en 2 temps. D'abord le principe posé, alors vous allez voir c'est magnifique, c'est l'Union européenne. Le principe c'est une période d'assistance obligatoire de 5 ans pour tous les logiciels. Ça c'est la base. Après ça, si vraiment vous commercialisez un logiciel qui est censé être utilisé moins de 5 ans, alors il faudra qu'on m'explique, hein, moi j'en vois pas beaucoup passer. Je travaille quand même dans le milieu du logiciel depuis 25 ans maintenant. Des logiciels jetables, j'en ai pas vu beaucoup, mais bon. Et si vous utilisez, et si vous prévoyez, même par contrat, qu'un logiciel est utilisé à moins de 5 ans, il faut le documenter. Okay ? En clair, on vous demande de tout documenter. Ce qui est une spécialité des développeurs qui aiment beaucoup faire la documentation. Ne me jetez pas de pierre, hein, c'est l'Union européenne qui vous le dit. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en clair que cette période de garantie spéciale, spéciale période d'assistance, hein, vous voyez, eh ben, on en revient aux 8 exigences. Gestion des vulnérabilités, vous êtes tenu au minimum pendant 5 ans. Si la durée d'utilisation du produit logiciel est de 10 ans, eh bien l'Union européenne va vous prendre la durée la plus longue entre 5 ans et 10 ans.
Bon, je vous ai passé tous les détails parce que c'est truffé de détails et d'exceptions. Le CRA, c'est un régal à lire. Alors, question 5 sur 8. Le calendrier. Alors, le calendrier, c'est assez curieux parce qu'en fait, il faut vraiment lire le CRA en détail. Alors, accrochez-vous. Alors déjà, ça rentre en application le 11 septembre prochain. Pour toute la partie notification obligatoire par les fabricants, pas par les utilisateurs. Hein. Donc lorsque vous êtes éditeur ou prestataire en mode SaaS, vous êtes tenu de notifier l'autorité de contrôle, dont je vous montrerai dans un instant, les vulnérabilités activement exploitées, c'est le terme légal. Ça dit bien ce que ça veut dire, hein, cherchez pas la petite bête. Dès qu'il y a une preuve publique d'exploitation d'une vulne, en clair une CVE qui a été publiée ou un bulletin d'alerte d'un éditeur, vous êtes dedans. Et les incidents graves de sécurité ayant des répercussions, blablabla, blablabla, en clair, il y a des trous dans la raquette. Vous avez des critères légaux, mais voilà, il va falloir le faire. Toujours faudrait-il que l'autorité de contrôle soit désignée, ce qui n'est pas le cas en France, bien sûr, puisque la loi, bien sûr, n'a pas encore été adoptée. Et là où c'est plus compliqué à comprendre, enfin compliqué, non, c'est pas très bien écrit dans le CA, c'est 11 décembre 2027. Alors le 11 décembre 2027, soit vous avez déjà commercialisé votre produit ou service, okay, en mode SaaS par exemple, IaaS, la totale, et bien à partir du moment où ça a été commercialisé, grand public ou B2B, avant le 11 décembre, et bien le 11 décembre, vous êtes censé justifier que vous avez mis tout votre produit ou tout votre service au carré au regard du CA. Les 13 mesures, les 8 mesures vulnérabilité, la documentation, blablabla. Blablabla. Ce qui fait que j'ai un client qui m'a dit, bon, je vais sortir une grosse release le 8 décembre 2027 et ensuite, pendant 6 mois, je vais attendre et je vais en profiter pour me mettre à jour. C'est une manière de faire. Et là où c'est un peu plus tricky, et puis si vous commercialisez un nouveau produit logiciel ou un nouveau service après le 11 décembre, il faudra être au carré du début à la fin. Et là où c'est assez tricky dans le Cyber Resilience Act, c'est la notion de modification substantielle. Et je vais essayer de vous le rendre concret. Donc vous avez déjà commercialisé votre produit, service, votre logiciel avant le 11 décembre. Donc vous vous dites, bon, bah, je suis bien tranquille. Et vous faites une montée de version, mineure, majeure, ce qui n'arrive jamais, hein, bien sûr. Et là, vous dites, mais est-ce que c'est une modification substantielle? Si vous faites une montée de version qui est qualifiée de modification substantielle, eh bien, c'est cette version qui prendra en compte la modification substantielle qui devrait être 100% au carré au regard du CRA. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'une modification substantielle. Parce que c'est une escroquerie. Eh bien, c'est des tas de modifications qui ne sont pas substantielles, parce que vous pourriez vous dire, oh là là, j'ai implémenté plein de nouveaux trucs, ok, voilà, vous serez bon comme la romaine. Le critère, alors c'est pareil, hein, ce sont des citations du CA, hein, je ne suis pas assez intelligent pour inventer. L'ajout de nouvelles caractéristiques, on ne vous dit pas nouvelles fonctionnalités, nouvelles caractéristiques, par exemple un nouveau champ de saisie. Et moi, le critère que je retiens, avocat légaliste qui quand même a un peu l'habitude de lire ça, c'est l'augmentation de la surface d'attaque. Okay, c'est une citation du CA. Donc dès qu'une autorité de contrôle arriverait et va déterminer que votre modification augmente la surface d'attaque, vous êtes en modification substantielle et la version de votre logiciel ainsi que les ultérieures est censée être 100% conforme au CRA. Et c'est à ce moment-là que le Père Noël arrive le 24 décembre, comme chaque année, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de détails sur la notion de modification substantielle. En clair, si vous rajoutez des émoticônes, ce n'est pas une modification substantielle. Vous faites une release de sécurité, pure sécurité. Ça n'est pas une modification substantielle. L'idée, c'est de renforcer la sécurité au fur et à mesure. Okay, donc, on ne va pas vous massacrer si vous êtes éditeur ou prestataire hein, sur des releases pure sécurité. Mais dès que vous allez toucher une ligne de code en rajoutant, vous allez augmenter votre surface d'attaque. Là, il s'agit de s'intéresser un peu à l'avance sur la version et votre conformité au CRA. Alors les sanctions. Alors oui, bien sûr, nous avocats, on est des spécialistes on vous fout la trouille avec les sanctions, c'est pas vrai, hein, il y en aura des sanctions, mais c'est pas gagné. Simplement, il y a un nouveau mécanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le CRA, pour la première fois, les logiciels sont qualifiés de produits par l'Union européenne. Donc on va appliquer la législation produit.
Et dans la législation produit, ben, il y a des sanctions pécuniaires, hein, je vois soit 1%, 2%, blablabla, ok, si vous ne respectez pas ceci, ceci, cela. Mais si vous avez aimé le scandale des airbags Takata, ok, donc ces voitures qu'on a équipées avec des airbags, ben, vous avez bien compris, comme moi, qui explosaient, qui tuaient des gens quand même, donc ça craint, c'est retrait du marché. Retrait du marché, ben, vous avez un super avocat qui vous le dit, c'est une interdiction de vente. Okay, donc c'est les autorités de contrôle qui vous forcent à retirer votre produit ou votre service de la vente, B2B ou B2C. Ça arrivera rarement. Celui sur lequel ça va tomber, c'est la mort économique. C'est le but, hein. C'est servir d'exemple. Parce qu'après ça, le rappel du produit, si quelqu'un peut m'expliquer comment on va désinstaller un logiciel pour arriver à faire une montée de version qui soit conforme au CRA pour la réinstaller, là, je pense que voilà, c'est un peu dans les livres, mais la vraie vie, retrait du marché. Alors, il y a deux manières de le concevoir, hein. Vous avez des brosses à dents connectées, les autorités de contrôle arrivent dans un supermarché, retrait du rayon, et les stocks sont gelés, donc là, ça calme tout le monde. Ou alors, c'est notification à l'entreprise, et on regarde à partir de quand elle vend, et on lui interdit de vendre. Et ça se contrôle assez bien. Donc, celle ou celui sur lequel ça va tomber, ça fera rire personne. Allez, on est presque au bout, de manière à ce que vous puissiez poser des questions. Et sinon, si vous ne me trouvez pas, je suis en zone fumeur, hein. Là, vous êtes sûr de me trouver. Et je répondrai volontiers à vos questions. L'autorité de contrôle, c'est l'ANSSI. Ah oui, c'est du logiciel, donc c'est l'ANSSI. Eh bien non. Il y a un projet de loi qui a été un peu divulgué, bon, via LinkedIn, machin, truc. C'est la NFR, l'Autorité nationale de contrôle des radiofréquences. Alors, la petite histoire raconte qu'en fait, il y aurait eu une réunion des autorités de contrôle. À un moment, un responsable politique a dit qu'il y a trop de travail, tout le monde a levé la main, sauf la NFR. Et on a dit, bah, c'est toi qui vas récupérer le bébé. Bon, alors la vraie histoire, on ne la connaît pas, mais aujourd'hui, normalement, c'est la NFR qui va récupérer ça. Et on leur souhaite bien du plaisir. Et la dernière question que j'entends beaucoup, c'est pour ça que je vous en fais profiter, ah bien... Si je suis soumis au CERA, je ne suis pas soumis à Nice 2. Ah bah oui, bien sûr. Hein. On ne va pas empiler les... Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc la manière, voilà, c'est ma dernière slide pour ce matin. Donc d'un côté, ben, vous pouvez être... et j'ai un client, ben, voilà, ils sont Nice 2 et ils commercialisent. Hein, ils sont quelque part. D'ailleurs ici, je tairai leur nom, bien sûr, pour des raisons de secret professionnel. Et bien sûr, ce qu'ils commercialisent, eh bien, c'est un logiciel un peu sensible, donc ils seront soumis et à Nice 2 et au CRA. Voilà, donc ils ne me prennent plus au téléphone, ils font la gueule, et je vais me faire un plaisir de les assister dans leur mise en conformité. Voilà. Donc vous avez toutes mes slides en ligne, et je vous remercie de votre attention. Et j'ai même respecté mon timing, je réponds à vos questions volontiers. Alors, si vous avez un logiciel qui produit des rapports, vous êtes soumis au CRA. Je ne vais pas vous dire non. Non, mais comprenez l'esprit du CRA. C'est que... Personne ne m'écoute, ça va. C'est la fête du slip depuis 50 ans dans l'univers du logiciel. Ça fait 25 ans que je mens, hein, donc je suis au courant. Et maintenant, on arrête de jouer. Soit vous mettez en place vos mesures de sécurité, soit vous y échappez. Et si vous y échappez, vous avez des réglementations spécifiques, type aéronautique, les bateaux, la santé, qui ont des réglementations qui sont encore plus strictes. Mais globalement, maintenant, c'est prouvé que vous avez développé votre logiciel, que vous le commercialisez on-prem ou en mode SaaS, qu'on arrête de se faire poney comme des malheureux, quelle que soit la finalité de votre logiciel. Les sites web étant des produits CRA, sauf le site web, le dieu avocat, bien sûr, qui n'est qu'un site vitrine. Parce que la surface d'attaque, au pire, c'est moi qui vais me faire poutrer et c'est moi qui pleurerai. J'ai des backups, vous pouvez y aller. Je suis très au point. Merci pour la présentation. Je voulais savoir quelles étaient les responsabilités des clients qui prenaient des licences de logiciels qui n'étaient pas conformes au CRA. Alors, normalement, quand vous êtes client, vous êtes victime. Je ne crois pas à ce que je viens de dire, hein, bien sûr.
Non, normalement, c'est vraiment aux fabricants de justifier vis-à-vis de ses clients, B2B, B2C toujours, qu'ils ont fait le job. Maintenant, lorsque vous êtes côté client, et ça va poser un problème dans les appels d'offres notamment, ben vous allez demander que le prestataire, vendeur, fournisseur, vous l'appelez comme vous voulez, lui, il a fait le job. Et si vous ne demandez pas cette documentation, enfin la litanie infernale que je vous ai montrée, ben si vous oubliez de le demander, c'est vous qui allez être d'une certaine manière responsable. Mais si vous vous faites trouer via un produit CA qui n'a pas été mis en conformité, ben vous aurez peut-être une déclaration d'incident à faire, ok, mais ça va être surtout au fabricant de le faire. Donc à un moment, la responsabilité, c'est quand même pour le fabricant, parce que c'est eux qui sont impactés par cette réglementation. Mais à un moment, le client négligent qui dit « je m'en fous, baissez-moi le prix de 20%, vous me justifiez de rien et je vais rouler comme ça », ce ne sera pas une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Ce sera peut-être une responsabilité de celui qui a signé la licence de logiciel en disant « je m'en fous ». Là, ce sera une responsabilité individuelle qui s'appelle licenciement quand on est salarié. Donc c'est pas aussi direct que le RGPD, par exemple, qui exige que les sous-traitants... que les responsables de traitement aient vérifié la conformité de leurs sous-traitants. Non, c'est pas écrit directement c'est pas dans pensé les comme textes, ça. C'est pas pensé comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, moi j'ai mon premier procès CRA qui a commencé au mois d'août dernier. Parce que j'ai un client qui a fait développer un produit logiciel par un prestataire qui a développé. J'ai lu le rapport d'audit de code 3,9 sur 10. Donc on lui a expliqué que son logiciel, il pouvait le garder. Bon, maintenant, on essaie de récupérer un peu le pognon. Et le juge nous a dit « Ah oui, quand même, mais le CRA n'est pas obligatoire. Mais vous auriez dû anticiper. » Et on était entre professionnels, hein, donc un logiciel professionnel, développeur professionnel pour un logiciel professionnel. Et on lui a dit « Tu n'as pas su, tu n'as pas anticipé, tu n'as même pas prévenu ton client qui avait le CRA. Tu es donc déjà responsable. » Mais on va rester dans une responsabilité B2B, là. La responsabilité B2C, ça va être difficile. Quand vous vendrez peut-être B2C, il y aura peut-être des responsabilités. Mais alors, imaginez les tribunaux qui vont être saisis de ça, ça va être compliqué, ça va être long, et c'est pas gagné. Allez, une dernière question, et après on devra malheureusement enchaîner. Après, c'est en zone fumeur, hein, je vous le rappelle. Bonjour, et concernant les logiciels open source, comment ils s'inscrivent dans cette réglementation? Alors là, ça c'est la question piège. Accrochez-vous, je vais essayer de faire court. Soit vous êtes intendant de logiciel libre, c'est le terme légal. Alors l'intendant de logiciel libre, en clair, c'est vous faites du Red Hat. Okay, donc vous marketez du logiciel libre et vous faites du service dessus. Le CRA, c'est de la version super light. Okay, c'est de l'open source. Là où le problème se pose, c'est lorsque vous embarquez des briques open source, des libs, okay, dans votre logiciel que vous marketez, et que tout d'un coup vous découvrez une vulne. Qui n'arrive jamais, hein, Log4j, tous ses amis, tout ça, ça n'arrive jamais bien sûr. Qui est responsable? Eh bien c'est celui qui markete le logiciel. Donc ça va être à lui de supporter la responsabilité de l'open source embarqué qui est troué. Comment va-t-il faire? Va-t-il patcher lui-même l'open source? Eh bien revenez l'année prochaine, je vous le dirai. Aujourd'hui on n'en sait rien. Mais la manière dont ça a été conçu tout ce bazar, c'est que un des gros problèmes, et je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, quand les développeurs fabriquent, pour reprendre le terme du CRA, fabriquent un logiciel, au lieu d'embarquer les 2 libs dont ils ont besoin, ils en embarquent 150. Okay, et quand vous avez le drame du Log4j qui arrive, comme on l'a eu il y a 3-4 ans maintenant, eh bien vous découvrez qu'il y a des tas de librairies inactives, open source, dans des logiciels qu'on a du mal à identifier. D'où, d'un côté, faites votre SBOM, et de l'autre côté, portez la responsabilité de ce que vous avez embarqué dans votre logiciel, le mouvement qui est espéré, enfin c'est une suite logique, c'est pas écrit dans le CRA, le mouvement qui est espéré de l'UE, c'est que arrêtez d'embarquer de l'open source systématiquement pour chaque fonction, chaque flux, chaque processus, chaque machin, redéveloppez un peu vous-même au lieu de toujours et systématiquement faire appel à de l'open source. C'est la manière dont ça pourrait tourner. Maintenant, je ne suis pas Madame Soleil non plus, je ne suis pas développeur, mais globalement, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Mais en tout cas, celui qui va commercialiser du logiciel avec de l'open source dedans, c'est lui qui va porter le risque. Je vous remercie. Merci beaucoup.